Donc, nous allons nous présenter. Donc, moi, je suis Maria Ternard. On a eu peut-être l'occasion d'échanger sur LinkedIn pour savoir que je vous envoie le lien de connexion. Donc, je suis coach, formatrice en management et facilitatrice chez Good depuis bientôt 3 ans maintenant. Auparavant, j'ai dirigé une petite entreprise pendant 7 ans où j'ai eu l'occasion de manager une quinzaine de personnes et où j'ai pu expérimenter un certain nombre de choses, évoluer dans ma posture, faire beaucoup d'erreurs, apprendre beaucoup. Et ce que j'ai appris chez Good m'a permis aussi de prendre beaucoup de recul par rapport à ce management. Et j'ai justement appris à lâcher prise sur un certain nombre de choses. Donc, je distillerai au fur et à mesure de cette présentation quelques retours d'expérience issus de ces années. Je te laisse la parole, Lisa. Donc Isabelle Gauthier, c'est effectivement Maria, la star du jour, puisque je ne vais intervenir qu'en intro et en conclusion. Je fais le même métier que Maria, du coaching d'organisation, du conseil en management. Et donc, on va parler aujourd'hui du sujet de l'autonomie, comment le manager va pouvoir se mettre en autonomie. Je vais juste vous parler de vous dans 2 mots. Si tu peux passer. Donc, nous sommes spécialisés dans l'agilité et notre obsession, c'est de lutter contre le gâchis par l'agilité. Agilité que nous appliquerons à l'échelle des équipes avec la méthode agile, à l'échelle du management avec la mouvance management 3.0 et dans le but de… Alors, tu allais un peu vite sur le slide, dans le but d'aider les entreprises à regagner en valeur client et en capacité d'innovation, dans le but d'améliorer leur efficacité et leur rapidité de mise en marché de nouvelles offres et de nouveaux produits, dans le but de décloisonner leur organisation par la coopération transverse, que ce soit en interne ou que ce soit avec des fournisseurs et des partenaires, et avec bien souvent la finalité ou le point d'entrée d'une difficulté d'engagement des collaborateurs qui invite à repencher son système organisationnel et son système de management. Donc effectivement, le détail de nos interventions, si tu peux passer, ça va être l'agilité pour le digital, avec tous les métiers des méthodes agiles, du product owner, autour de Scrum, autour de l'agilité à l'échelle, SAFe, du pilotage de la transformation des DSI de façon assez générale. Alors, pourquoi j'ai que le début là ? Dans le marketing, des démarches de design thinking, de design sprint, de hackathon, d'innovation produit. Dans les opérations avec l'agile project management et la conduite du changement agile. Et tout le volet management, accompagnement des directions RH pour repenser la culture, transformer la culture managériale, armer les managers et travailler autour de démarches collaboratives et de plans d'action qui fassent appel à l'intelligence collective. Voilà un petit peu notre périmètre d'action. Isabelle, nous sommes présents à Paris, à Lyon, à Sophia Antipolis, et nous sommes 40 depuis une quinzaine d'années. Voilà ce qu'on peut lire sur Good. Il y a une photo, je crois, spéciale Covid, où on est tous serrés les uns contre les autres. Non, alors, je l'ai c'est dommage, on était 40 bien tassés les uns sur les autres. Voilà. Isa, excusez-moi. Isa et Maria, vous avez un son qui crachouille. Est-ce que vous êtes en partage de connexion? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? On a l'impression que ton micro sature, Isa. Ok, écoute, moi j'ai fini de parler pour l'instant, donc du coup je vais passer la parole à Maria. Et pour la fin, peut-être essaie de voir si tu peux te mettre en partage de connexion. Okay. Je proposerais bien quelque chose, moi, c'est que tous les participants pour lesquels ce n'est pas nécessaire, parce que ça a l'air, le son a l'air de grésiller aussi bien pour Maria qu'Isabelle, qui sont pourtant à 2 lieux géographiques très différents, donc pas la même connexion Internet. Donc voilà. Ok, bon, on va voir si ça… Là, ça va mieux? Ouais. Ok. N'hésitez pas à nous interrompre si c'était le cas. Okay. Donc, merci Lisa. Donc, je vais lancer un petit sondage pour savoir qui vous êtes et quel est votre rôle aujourd'hui. Alors, tac, c'est parti. Normalement, vous avez pu recevoir le sondage, donc n'hésitez pas à me dire si ça marche pas. C'est bon, on l'a bien reçu. C'est bon, super.
Ok. Alors, on est à 84% de votants. Est-ce qu'il y en a qui hésitent? Ça dépend des jours, peut-être, je ne sais pas. 88. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran, les résultats du sondage ou pas, là? Je ne sais pas. Non. Non? Non, Bon, peut-être quand je mettrai ça. Ok. Je laisse encore quelques secondes. Il y a 88% de votants. N'hésitez pas. Alors, il y a Pascaline qui voudrait une alternative pour répondre. Mmh. Alors, du coup, qu'elle n'hésite pas à nous le dire ou à le mettre dans le chat, parce qu'effectivement, là, il n'y a pas de autre dans le sondage. Ok. Je vais clôturer le vote. Hop. Donc, on a 17% de managers aujourd'hui, 26% de managers, 30% qui sont les deux, et 26% qui sont ni l'un ni l'autre. Voilà. Ok. Donc, ça donne un petit peu une idée de qui est là aujourd'hui. Donc, le webinaire d'aujourd'hui s'adresse avant tout aux managers, mais en tant que manager, vous pouvez aussi avoir plein de clés pour comprendre un certain nombre de choses. Pourquoi pas pour manager votre manager. Et puis, si vous êtes ni l'un ni l'autre, j'espère que ça vous donnera aussi des inputs, des idées pour avancer. Hop, je peux partager les résultats en fait. Voilà. Vous devez les voir là normalement. Ok. Alors, on a dressé là un petit peu, alors c'est loin d'être exhaustif sur cette diapo. Maria, il faut que tu clôtures le sondage parce qu'il s'affiche au milieu. Ah. Merci. Alors, arrêtez le partage. Voilà. Tac. Merci. Merci. Donc, quelques questions de managers qui nous sont posées à l'occasion des stages que nous animons avec Isabelle. Par exemple, comment fédérer une équipe, comment manager des équipes de taille importante avec des diversités de métiers. Voilà. Comment garder l'équipe mobilisée en mode routine? Voilà, un certain nombre de questions qui nous sont posées, qui vous font peut-être écho. Comment manager dans l'incertitude? On va voir que c'est un des sujets qu'on va voir aujourd'hui. Pour ceux qui ont à manager des équipes agiles, c'est du coup équipe agile dit équipe autonome. Est-ce que le manager du coup est inutile dans ces cas-là? Un certain nombre de questions qui nous sont posées. Peut-être que ça vous parle, peut-être pas. C'est loin d'être exhaustif. Hein, c'est un petit panel qui est là. Ce que j'avais envie de vous demander avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, c'est aujourd'hui, vous, quelle est votre question du moment? Là, ce que je vous invite, c'est pour avoir une petite idée, compte tenu aussi du contexte dans lequel on est actuellement. Ce que je vous invite, c'est de le partager sur le chat. Pour avoir une idée de ce qui vous préoccupe aujourd'hui en tant que manager, en tant que manager, les deux ou pas. Voilà, quelle est votre question du moment? Voilà. Qu'on puisse avoir une idée de ça. Je vais regarder le... Et Sylvie, si tu peux nous en lire... Oups, je suis passée trop vite. Si tu peux nous en lire quelques-unes, histoire de... Oui. Alors, c'est quoi le chaos pour un manager? Demande Violaine. D'accord. Qu'est-ce que manager à distance? Comment agiliser le top management? Donc, question de Philippe, de Christophe. Ouais. Comment garder le lien avec la structure? Mmh. Comment accompagner les managers dans la transformation? Est-ce que manager me plaît vraiment? Okay. Comment enlever la notion de manager et revenir à un rôle de leader, d'influenceur? Quid de l'entreprise libérée? Ok. Comment garder des collaborateurs engagés? Ok. Comment expliquer que l'auto-organisation et l'autonomie n'est pas un chaos? Comment donner au manager, je pense, la possibilité de changer de posture? Il manque un petit mot. Comment donner une vision commune? Ok.
Super, merci. Bah, c'est un bon échantillon. J'espère que vous aurez certaines clés de lecture dans ce webinaire qui forcément survole la question, hein. Mais l'idée, c'est d'avoir déjà des premières pistes de réflexion. Et on fera justement un petit point à la fin de la présentation pour voir si bah, vous repartez avec des petits pas de côté, des petites choses à essayer et des idées, pourquoi pas nouvelles. OK. Alors, je vous explique un petit peu, moi, mon déclic et qu'est-ce qui fait que je suis arrivée à ce métier après avoir managé pendant 7 ans une équipe, comme je vous le disais tout à l'heure. Mon déclic, ça a été en 2014, alors que j'étais chef d'entreprise, où j'ai assisté à une conférence de Jean-François Zobrist, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, ou vous en avez entendu parler si vous vous intéressez au sujet du management ou de l'entreprise libérée. Je mets des guillemets, hein, parce que derrière entreprise libérée, on le verra, hein, il y a un cadre très fort qui permet justement l'autonomie et l'auto-organisation dans l'entreprise. Et Jean-François Zobrist, c'est l'homme qui croit que l'homme est bon et que la confiance rapporte plus que le contrôle. Pour moi, ça a été vraiment un déclic parce que à ce moment-là, j'avais mis en place un management un peu traditionnel, ce que j'avais appris en école, avec du reporting, des objectifs. Dans une petite entreprise, en plus, ça avait vraiment pas beaucoup de sens. Et puis, je sentais que que c'était pas moi, que j'étais pas authentique dans ce type de management et que j'essayais de répéter finalement des choses que j'avais apprises sans que ça se soit aligné finalement. Et quand j'ai assisté à cette conférence, ça a été un déclic puisque je me suis dit il y a peut-être une autre voie, il y a d'autres choses à essayer. Et commençons, expérimentons, essayons. Alors, j'ai fait le grand écart. J'ai commencé par, j'ai été trop loin, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai voulu vraiment limite arrêter, arrêter les managers, supprimer entre guillemets les managers. Et puis finalement, progressivement, j'ai commencé à retrouver le juste milieu. Mais en tout cas, ça a été un déclic de me dire, il y a autre chose de possible. Et cette autre chose, ça a du sens dans le contexte de l'entreprise que j'avais à l'époque. Hop, alors, mon intention aujourd'hui, du coup, c'est que vous puissiez comprendre pourquoi c'est important de faire évoluer son management. Alors, je vais être peut-être parfois un peu caricatural, hein, je vais opposer deux versions assez opposées du management. C'est plus pour faire passer le message. Bien sûr, il y a des nuances dans ce que je vais expliquer. Donc, comprendre pourquoi faire évoluer son management, mieux comprendre les nouveaux rôles du manager aujourd'hui, et puis repartir avec quelque chose à essayer. Donc, à la fin, on fera un petit sondage pour voir comment est-ce qu'on a pu répondre à ces 3 points. Et je vais laisser aussi des temps de questions assez régulièrement. Donc n'hésitez pas, on les traitera peut-être pas toutes, hein, parce que sinon, on peut y passer beaucoup de temps. Mais l'idée, c'est de se garder quand même des temps de questions au fur et à mesure de la présentation. Alors, déjà, pourquoi cette idée de faire évoluer son management? On est aujourd'hui dans un nouveau paradigme. Si je vous montre ces 2 images, encore une fois, c'est un peu caricatural, hein, mais c'est se dire que hier, on était dans un monde relativement prédictif, où on utilisait quand même, quand on voit cette image des temps modernes avec Charlot, où les ouvriers travaillaient à la chaîne, on utilisait leurs bras plus que leur cerveau. On pouvait prédire aussi relativement facilement les besoins des consommateurs. C'est Ford qui disait peu importe. Alors je connais jamais la citation par cœur, mais je pense que vous voyez à quoi je fais référence. Peu importe la couleur de la voiture, tandis qu'elle est noire, quelque chose comme ça. Enfin, tout ça pour dire que les besoins des consommateurs étaient relativement aussi prédictifs et étaient plus dictés par l'industriel que par les clients eux-mêmes. Donc, on pouvait faire un plan, l'exécuter sans trop de heurts au milieu du chemin. C'était le royaume des ingénieurs qui bâtissaient des très beaux plans et qui pouvaient l'exécuter. Ça marchait très bien.
À l'époque, ça marchait très bien. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup plus vite. Je vous apprends rien en disant cela, avec beaucoup plus de complexité, d'incertitude. Et bien sûr, le contexte dans lequel on est aujourd'hui, avec le confinement, avec le coronavirus, renforce encore plus cette situation. Je ne sais pas pour vous, moi, si on m'avait dit 15 jours avant le confinement qu'on aurait été dans cette situation-là, voilà, j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction quoi, au démarrage. Donc, voilà, ça se renforce, ça s'accélère et du coup, on voit que nos façons de répondre traditionnelles commencent à avoir leurs limites. Vous avez peut-être entendu parler de cet acronyme qui est VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc c'est un acronyme qui a été pensé par l'armée américaine dans les années 90, après l'effondrement de l'URSS, pour voilà, expliquer qu'on ne pouvait plus du tout réagir de la même façon, que les choses étaient effectivement volatiles. Donc volatile, c'est que les situations peuvent évoluer de manière très imprévisible, très rapide, ça va très vite. Qu'on a de l'incertitude, on n'a pas d'informations objectives et factuelles sur une situation donnée. La situation est complexe, c'est-à-dire que dans un système, vous avez plein d'interactions entre plein de variables différentes et appuyer sur A va pas forcément faire une relation de cause à effet de A vers B. Ça peut avoir une multitude d'impacts que vous ne soupçonnez même pas. Et enfin, l'ambiguïté, là j'ai pris une citation que j'ai trouvée de Christian Aumann qui dit « c'est la résultante de l'inconnu et de l'inédit. N'ayant pas d'antécédents auxquels se référer, on ne sait pas relier les effets observés à des causes certaines. » Ça, je pense aussi que ça vous parle particulièrement dans le contexte actuel. Alors, VUCA, je pense que ça vous parle. J'approfondis pas plus là. Il y a énormément de littérature et d'ailleurs de définitions différentes pour chacun des concepts qu'on peut trouver sur Internet. L'idée, c'est vraiment de comprendre que le monde évolue de plus en plus vite et n'est plus le même que celui à l'époque où on a pensé le management. Finalement, au moment de la révolution industrielle ou même des 30 glorieuses, au moment où on était en plein essor industriel, on a pensé un certain type de management. Et on voit bien que s'il s'appliquait à cette époque-là, il est plus du tout, le monde a changé et qu'il a forcément des limites dans le monde d'aujourd'hui. Alors, quelles sont justement les limites ? Ce qu'on voit avec tout ça, c'est que le manager ne peut plus tout contrôler, puisque ça circule très très vite. S'il contrôle tout, au bout d'un moment, il va exploser. Il ne peut plus tout savoir et tout anticiper. Un même cerveau humain, normalement constitué, ne peut plus tout savoir. Ça va trop vite. Voilà. Encore une fois, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, c'est l'idée. Il ne peut plus non plus avoir l'exhaustivité de l'information. Et par conséquent, il ne peut plus tout décider. S'il continue à vouloir tout décider, tout valider avec son équipe, il risque de faire prendre des risques à son organisation. Soit d'être goulé d'étranglement, soit de prendre de mauvaises décisions. Voilà, donc on voit que ça atteint ses limites. Alors, première pause question, avant de voir ce que ça implique du coup pour le manager, qu'on voit ce changement de paradigme. Est-ce qu'il y a des premières questions avant de poursuivre sur la suite ? Pour le moment, rien au niveau du Pour le chat. moment, rien. Ok, ça marche. Alors, je continue. Merci. Donc, qu'implique ce nouveau paradigme ? Donc ça, les petites images expriment un petit peu ce que je vous disais, c'est que le manager omniscient, on voit que ça marche plus dans le contexte actuel, au risque vraiment justement de faire prendre des risques à l'organisation. Donc l'idée, ça va être de s'appuyer sur les cerveaux de l'équipe et de tous les cerveaux de l'équipe et l'intelligence collective. Autant avant, on travaillait, encore une fois, je suis un peu caricaturale, on voyait qu'on travaillait plus avec des bras. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus entre cerveaux interdépendants et interconnectés. Et l'idée, ça va être vraiment pour le manager de s'appuyer sur l'intelligence collective de cette équipe.
quelle est l'idée aussi? L'idée, ça va être de donner du coup plus de pouvoir, plus de capacité d'action à cette équipe, de lui donner la capacité de s'adapter, hein, et à toute l'organisation, à toute l'équipe de s'organiser, de s'adapter plus vite. Encore une fois, si le manager est celui qui décide tout, il fait goulet d'étranglement, il empêche les décisions d'aller vite et de répondre justement à ce monde qui évolue, lui, très très vite. Donc l'idée, ça va être de progressivement redescendre plus de pouvoir d'action à l'équipe. Et pour ça, l'idée, ça va être de développer l'autonomie responsable. OK ? Donc, qu'est-ce que c'est que cette autonomie responsable et comment est-ce qu'on peut promouvoir cette autonomie responsable quand on est un manager ? Alors déjà, l'idée, c'est que l'autonomie, ça augmente l'adaptabilité, mais ça peut créer du risque. Ça peut créer une tension chez le manager qui se dit mon équipe est plus autonome, j'ai peut-être un peu moins de visibilité. Si quelqu'un se trompe, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'idée, ça va être de réduire ce risque par cette autonomie responsable. Et je vais venir à la définition de l'autonomie responsable, justement. Pour réduire ce risque, on va chercher à avoir des collaborateurs qui sont sachants, déjà qui ont la compétence pour faire ce qu'ils ont à faire et la tâche ou le projet ou la mission à mener. On va chercher des collaborateurs motivés, qui sont voulants. D'accord ? Un collaborateur motivé, a priori, fera toujours mieux, s'engagera plus et sécurisera les choses beaucoup mieux que s'il ne veut pas faire ce que vous lui avez demandé de faire. Et puis, un collaborateur pouvant. Qu'est-ce que c'est que pouvant? C'est un collaborateur qui a les moyens de faire ce qu'on lui demande de faire. Les moyens, c'est pas seulement le budget, c'est pas forcément l'argent, c'est vraiment avoir un maximum d'informations et les moyens pour mener au mieux sa mission. Donc, vous voyez que ça fait un joli acronyme qui est SVP, sachant, voulant, pouvant. Donc, l'idée, ça va être vraiment de s'assurer en tant que manager, quand je délègue une mission, un projet à mon collaborateur, c'est de se dire, est-ce qu'il a les compétences? Est-ce qu'il est en mesure de mener cette mission de façon autonome et compétente? Est-ce qu'il a envie de le faire? Et s'il n'a pas envie, comment est-ce que je peux aller chercher ce qui le motive le plus? Et est-ce qu'il a toutes les informations, les moyens? Est-ce que le cadre dans lequel il va faire sa mission est clairement défini? D'accord? Donc ça, c'est vraiment une façon de s'assurer, d'avoir un peu cette checklist en tant que manager, de s'assurer que le collaborateur est prêt et autonome et responsable pour aller mener la mission qu'on lui a demandé de faire. Donc, il peut prendre les bonnes décisions, s'il est SVP, en autonomie sur son périmètre. Okay. Et donc, l'idée, après, ça va être d'assembler au sein de l'équipe, d'assembler le puzzle et de pouvoir mener l'intégralité des projets de l'équipe. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, un collaborateur SVP, et ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Si j'ai un junior qui arrive, si j'ai quelqu'un qui prend un nouveau projet, mais sur lequel il n'a pas forcément les compétences au démarrage, comment est-ce que je fais? Ça ne se décrète pas. L'autonomie ne se décrète pas. On ne peut pas dire à un collaborateur en 5 minutes à la machine à café, tiens, je te donne ça à faire et débrouille-toi, sois autonome et puis tu reviens me voir dans un mois et on voit ce que ça donne. Là, c'est sûr que vous allez vous planter. L'autonomie, ça s'accompagne étape par étape. Alors, on a modélisé pour ça chez Good, ça sous forme d'un escalier qu'on appelle l'escalier du management. Comment accompagner un collaborateur vers cette autonomie responsable? Déjà, la première chose, et c'est vraiment, on va le voir dans les rôles du manager, c'est de créer la relation. Là, l'invitation, c'est d'aller vraiment plus vers un management relationnel qu'un management opérationnel. Encore une fois, dans ce nouveau contexte que l'on vit aujourd'hui. La relation, comment ça se fait? En passant du temps avec le collaborateur, avec l'équipe. Ça se construit pas à pas. Comment? Par des 1 à 1, des one-to-one très réguliers. On verra en fin de présentation comment vous pouvez faire ça. J'entrerai un petit peu plus dans les détails du 1 à 1. Donc vraiment en créant cette relation de confiance réciproque. Progressivement, vous allez faire confiance à votre collaborateur et il va vous faire confiance
pour qu'ensuite vous puissiez développer une exigence envers lui. Alors l'exigence, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? C'est déjà en faisant du feedback, des feedbacks très réguliers. Ça va aligner votre exigence avec la sienne. Vous allez pouvoir petit à petit doser et comme ça aller de plus en plus loin dans la délégation que vous pouvez faire. Le feedback, ça peut être aussi bien du feedback d'amélioration, si vous jugez que votre collaborateur n'est pas à la hauteur des objectifs que vous lui avez fixés. On verra aussi dans les outils à la fin comment est-ce qu'on fait un feedback, mais ça peut être aussi un feedback positif, de renforcement, parce que bien souvent, l'être humain se rend pas bien compte de ce qu'il fait bien. Ce qu'on fait bien, ça nous paraît facile et on s'en rend pas compte. Donc là, l'idée, ça va être aussi très régulièrement de lui dire, ça c'est super, prends-en conscience, et comment est-ce que aussi tu peux accompagner les autres et faire partager aux autres ta compétence. Donc on est bien là-dedans pour faire prendre conscience des forces et des faiblesses et progressivement, l'idée, c'est de développer la compétence. Grâce à ces feedbacks, progressivement, le collaborateur va pouvoir développer sa compétence. Sur la troisième marche, l'idée, ça va être pour le manager d'utiliser le coaching. Là, on ne vous demande pas d'être un coach pro du jour au lendemain, mais quand on parle de coaching, ça va être de pouvoir lui poser des questions, trouver ses propres moyens de progresser, plutôt que de lui donner les réponses, comme c'est bien souvent le cas. Bien souvent, quand on passe manager, quand on est expert d'un sujet, et hop, on devient manager. Et du coup, bien souvent, on manage par la compétence, en donnant des réponses. Là, l'idée, ça va être d'essayer de pas donner les réponses tout de suite et de plutôt poser des questions au collaborateur pour qu'il trouve lui-même ses réponses, son chemin, et peut-être qu'il va arriver à l'objectif d'une façon complètement différente de la vôtre. Voilà. Et là, ça fait partie des bonnes surprises en général. Et enfin, on arrive à la délégation, à l'autonomie, qui permet au collaborateur de gérer vraiment sa mission en autonomie et du coup de libérer le manager sur d'autres missions qu'on va voir juste après. Donc vous voyez que ça ne se décrète pas cette autonomie. Elle se fait vraiment marche par marche et avec beaucoup d'accompagnement de la part du manager. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? J'aurais une question, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question concernant la partie délégation. Alors, ce que vous dites, c'est qu'il faut plutôt avoir une approche type coach, poser des questions plutôt que donner des réponses. Je ne contredis pas ça, hein. Néanmoins, dans la pratique, ça peut ressembler, surtout de la vie de la part du collaborateur, à se décharger plutôt que déléguer, en fait. Et je voulais savoir comment on pouvait faire la distinction clairement entre les deux. C'est-à-dire que le manager reste impliqué dans la délégation et pas juste débrouille-toi et fais pour le mieux moment. D'accord. Alors, j'entends deux choses dans ce que vous dites. J'entends poser des questions et débrouille-toi. Donc, vous voyez, finalement, c'est deux choses différentes. C'est sûr que si vous lui dites débrouille-toi, je suis sûre que tu es super fort et que tu vas t'en sortir et on se revoit dans un mois, il peut avoir un peu l'impression d'être abandonné, votre collaborateur. Pour le coup, je l'ai vécu. Ça fait partie des erreurs que j'ai faites. À un moment où je me suis un peu enflammée. Et je me suis vite rendu compte qu'effectivement, mon équipe s'est sentie abandonnée. Là, l'idée, c'est de poser des questions. J'ai parlé de la première marche qui est la relation, le one-to-one. Et le one-to-one, c'est un des outils pour créer cette relation avec le collaborateur. C'est très régulier. Nous, on préconise, j'y reviendrai, de le faire 30 minutes par semaine. Alors, je sais que ça fait peur quand on dit ça. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Ça peut être beaucoup moins. Mais l'idée, c'est d'avoir des temps dédiés avec votre collaborateur très régulièrement. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de lui laisser la parole. Et il va pouvoir, lui, s'exprimer sur ses difficultés, etc. Et là, vous allez poser des questions ouvertes. Mais à partir du moment où vous avez ces temps dédiés avec lui, où vous lui posez des questions, où vous vous intéressez à ce qu'il fait, et si vraiment il n'y arrive pas, c'est pas noir ou blanc, hein, dans ce que je dis. Si vraiment vous voyez qu'il est en pleine galère, dans ces cas-là, vous pouvez l'aider. Mais à partir du moment où vous avez ces temps réguliers avec lui, je vous garantis qu'il ne se sentira pas abandonné.
Donc, il y a vraiment une différence entre questionner, s'intéresser et aider vraiment le collaborateur à trouver les réponses. L'idée, c'est qu'il trouve les réponses. On veut qu'il y arrive. En tant que manager, on reste quand même bien souvent aussi responsable des résultats, in fine. Ce qu'on veut, c'est qu'il y arrive. On ne veut pas qu'il se plante. Mais c'est pas non plus. Et donc, c'est vraiment ça l'idée. Et c'est pas de l'abandonner, de les laisser se débrouiller. Ça va ou pas si ça répond à votre question? Ouais, je suis assez d'accord. Peut-être des one-on un peu plus réguliers. Moi, c'est tous les mois et c'est vrai que c'est peut-être un peu beaucoup. Oui, effectivement. En même temps, toutes les semaines, c'est pas envisageable Ouais, chronologiquement. alors on y reviendra hein, à la fin de la présentation. On fera une séquence sur le one-to-one. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter petit pas par petit pas. Voilà, ne pas se mettre la barre trop haut dès le début. Mais en tout cas, il y a cette idée de régularité, effectivement, qui est importante. Ok, Merci. avec plaisir. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, oui, je vois que Fabrice souhaiterait poser sa question. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Je vais faire rapidement part de mon expérience. Donc, comme je pense 90% des personnes ici, j'ai été managé, j'ai managé. Ouais. Et par rapport à ça, en fait, me vient une réflexion. C'est moi qui ai posé la question tout à l'heure, qui était est-ce que manager me plaît vraiment? Ouais. Pourquoi je pose cette question? Parce que lorsqu'on manage des personnes et qui sont demandeurs d'autonomie, alors moi j'ai toujours été dans cette logique d'autonomie, donc c'est bien, ça confirme un petit peu ce que je faisais. Mais donc certaines personnes qui étaient demandeurs de ça, avec la relation, finalement la confiance ça fait naturellement. Et même s'il y a des erreurs, après bon, il n'y a pas de souci, c'est normal qu'il ne fait pas d'erreur dans la vie. Mais par contre, et je pense que vous avez aussi expérimenté ça, Maria, quand vous étiez chef d'entreprise. Il y a des personnes qui ne veulent pas forcément plus d'autonomie, qui veulent être managées de manière totalement verticale. Dis-moi ce que j'ai à faire, dis-moi ce que tu attends de moi, et pas plus. Et ça, comment on gère? Et pareil, de l'autre côté, lorsque j'ai été managé, moi qui, comme je disais, qui était demandeur d'autonomie, j'avais des managers certaines fois qui me répondaient. On n'est pas forcément là pour discuter. Tu fais ce que je t'applique. Aujourd'hui, je suis ton manager. Donc voilà. Comment faire quand deux personnes ne sont pas forcément sur le même pied, n'ont pas forcément la même logique? Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je pense que ça a été une de mes premières plantades au début où j'ai repris l'entreprise. J'avais recruté une assistante et moi, étant assez autonome, je venais d'arriver. Je lui disais, bah tu fais ça, mais voilà. Puis elle avait pas mal d'expérience. Puis très rapidement, je me suis rendu compte qu'effectivement, elle avait besoin d'un micromanagement. Et elle a fini par démissionner hein, d'ailleurs parce qu'on s'est pas trouvé sur ce coup-là. Alors, j'ai pas de réponse toute faite, mais je pense quand même qu'un des facteurs de motivation principaux de l'être humain, c'est l'autonomie. Des gens qui ont été managés toute leur vie en micromanagement et qui n'ont pas eu trop l'habitude de prendre d'initiative, ou quand ils en prenaient, ils se faisaient taper dessus parce que le droit à l'erreur fait pas encore trop partie de nos cultures. Du coup, ça fait peur. D'accord ? Donc, moi, je pense que si on veut accompagner ces personnes-là vers l'autonomie, ça va se faire encore plus progressivement. On va rajouter peut-être une dizaine de marches à l'escalier du management que je vous ai montré juste avant. Mais ma conviction, c'est qu'on peut y arriver. Voilà. Mais en prenant beaucoup plus de temps. Après, vous aurez toujours d'irréductibles Gaulois avec qui peut-être il faudra continuer, avec qui peut-être il faudra continuer à avoir du micromanagement. Voilà, c'est pas dans 100% des cas. Mais moi, ma conviction, c'est que je pense qu'on peut y arriver, mais en y allant vraiment progressivement et en délimitant, en étant très clair sur le P du SVP, sur le pouvant, sur le cadre, très clair sur le périmètre que vous confiez à votre collaborateur, sur ce qu'il peut faire, pas faire, quelles sont les limites et jusqu'où il peut aller. Voilà, et comme ça, progressivement, l'accompagner vers cette autonomie. Voilà. Après, il y aura peut-être effectivement des personnes pour qui ça n'ira pas. Mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Comme je l'ai écrit dans le chat, j'attends pas forcément de réponse spécifique, car je pense pas qu'il y en existe. Non, tout à fait. Voilà. Par contre, la réflexion que je me faisais, c'est, excusez-moi, est-ce que finalement cette impulsion ne peut venir que par le chef d'entreprise, que par le dirigeant de l'entreprise, et à lui ensuite de faire infuser ça dans l'ensemble de ses équipes? Parce que sinon, il y a toujours un moment où ça va coincer, soit dans la relation
manager managé ou manager manager? Oui, alors, c'est pareil, pas de réponse toute faite. C'est quelque chose auquel on est très souvent confronté quand on anime nos stages et quand on accompagne des équipes et des managers chez nos clients. On voit effectivement que bien souvent, quand le top management ne change pas, on arrive à un moment, à un plafond. Et même si, après, bon, on voit aussi que le middle management peut arriver à influencer, peut arriver à pousser, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Moi, j'ai expérimenté l'inverse. Alors, j'étais dans une petite entreprise. J'étais convaincue, suite à mon déclic avec Jean-François Zobrist, qu'il fallait transformer le management. Et j'ai été bloquée, entre guillemets. J'ai eu beaucoup de mal, peut-être que je m'y suis pas bien prise, avec mes managers intermédiaires, justement, qui voulaient pas lâcher le pouvoir, qui manageaient par la compétence, qui étaient des experts et qui voulaient pas lâcher leur précaré. Donc, bon, ça peut se faire dans les deux sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lâcher-prise personnel et individuel à avoir quand on veut évoluer vers ce type de management, et que ça, seule la personne peut le décider, en fait. On ne peut pas changer, on n'a pas de baguette magique pour changer la personne qui est en face de soi. Voilà. Je propose qu'on poursuive, Maria. On poursuit. Alors, on a vu comment rendre, quelques clés pour accompagner son équipe vers l'autonomie. L'autonomie responsable. Donc, c'est bien l'autonomie. Mais le risque, si tous les collaborateurs sont autonomes, c'est que ça parte dans tous les sens et qu'on ait du mal à gérer l'alignement vers des objectifs communs et qu'on arrive vers le chaos, dont on parlait, qui est un peu le titre de ces webinaires. Alors, comment faire justement pour arriver à gérer cette tension entre l'autonomie d'un côté et l'alignement de l'équipe vers des objectifs communs? Puisqu'en tant que manager, quand même, bien souvent, c'est même pas bien souvent, vous êtes, c'est tout le temps, vous êtes quand même responsable du résultat de votre équipe. Alors, justement, les sujets et les rôles du manager évoluent. On a vu, si je reprends un petit peu depuis le début, qu'on est dans un monde qui a beaucoup changé depuis quelques décennies, que le manager ne peut plus fonctionner comme il le faisait avant, qu'il a besoin d'accompagner son équipe vers l'autonomie au risque de plus pouvoir s'adapter, de plus capter toutes les informations. Donc, il doit, c'est une conviction, il doit accompagner son équipe vers l'autonomie s'il veut que son organisation survive. J'emploie des mots forts. Et en même temps, il doit gérer ce risque que ça parte dans tous les sens. Alors, justement, ça lui demande de se repositionner sur des nouveaux rôles. Le temps qu'il va libérer, puisque son équipe est autonome, il va le repositionner sur de nouveaux rôles. Donc, c'est ce qu'on va voir là, c'est quels sont du coup ces sujets et ces nouveaux rôles. Alors déjà, le périmètre du manager. On voit que l'idée, c'est d'avoir une équipe autonome. Mais qui dit autonome, c'est pas autogéré. C'est pas chacun fait ce qu'il veut, n'importe quand, n'importe comment. C'est une équipe qui va être auto-organisée sur le temps court, sur les sujets opérationnels. Donc, c'est ce qu'on voit là au milieu du schéma. Donc, c'est pas le chaos. L'équipe, elle est auto-organisée sur l'opérationnel. Du coup, le manager, lui, se repositionne sur des temps plutôt longs, sur le temps long, sur des rôles et des sujets stratégiques. Donc finalement, le manager n'est plus un chef de projet. Il n'est plus là à relever les compteurs au quotidien, à faire du micromanagement, comme je le disais tout à l'heure, à faire du reporting. Il investit finalement pleinement ses autres rôles de manager. Alors, quels sont ces autres rôles de manager, justement? 3 sujets. Le sens, ça parle à tout le monde, je pense. Le sens, la vision, le cap, où va l'équipe, quelle est sa raison d'être, à quoi elle sert. Ça fait partie des sujets de prédilection du manager, en tout cas dont il faut qu'il s'occupe. C'est pas forcément lui qui a la réponse, il va pouvoir co-construire avec son équipe. Mais en tout cas, il doit s'occuper de ce sens et s'assurer que chacun trouve son sens, trouve la raison d'être à l'équipe. Le cadre, j'en parlais aussi tout à l'heure, il est garant du cadre, du périmètre dans lequel l'équipe peut s'auto-organiser. Il va pouvoir aussi délimiter ce cadre en lien aussi avec le reste de l'entreprise. Donner des protections, donner des permissions à l'équipe. Et puis enfin, les relations. S'assurer que les relations au sein de l'équipe fonctionnent correctement
pour qu'au lieu d'avoir une somme d'individus, on ait vraiment une intelligence collective, qu'on puisse vraiment démultiplier l'intelligence de tous les cerveaux qu'on a à disposition dans l'équipe. Donc ça, c'est aussi un sujet dont il est responsable. Encore une fois, il n'est pas nécessaire, il ne doit pas forcément avoir les réponses à tout, mais il est responsable de s'occuper de ces sujets-là. Pour ça, le manager va avoir plusieurs rôles successifs, tour à tour, en fonction des sujets desquels il s'occupe. Ces rôles, il va avoir un rôle de cadrage, où il va être plutôt en posture directive ou pédagogue. Là, l'idée, ça va être, quand je parlais du cadre tout à l'heure, ça va être de bien délimiter ce cadre. L'idée, ça va être déjà, très concrètement, en tant que manager, si vous devez aller vers ça, c'est de vous demander qu'est-ce qui est non négociable. Quand vous définissez le cadre de l'équipe, que ce soit les règles, que ce soit le cadre quand vous déléguez un projet, c'est de se dire qu'est-ce qui est non négociable. Ça peut être pour vous, ça peut être aussi en fonction des règles de l'entreprise, mais voilà, de délimiter le b.a.-ba qui est non négociable. Chez Favi, dont je parlais tout à l'heure, c'est délimité par les valeurs. Il y a un socle de valeurs qui est très très fort. Et si ces valeurs ne sont pas respectées, bah les gens sont carrément virés. Voilà. C'était le cas en tout cas au moment où Zobris dirigeait l'entreprise. Donc ça peut être très light, entre guillemets, très, très succinct, comme un socle de valeurs. C'est succinct et pas light. Voilà. Ça peut être un peu plus étayé, mais en tout cas, l'idée, c'est de vous questionner sur qu'est-ce qui est non négociable et que l'équipe ne peut pas discuter. Donc dans ces cas-là, vous avez une posture plutôt directive. Okay. Ensuite, le manager, il va y avoir une posture de facilitateur, puisqu'il va aider l'équipe à s'approprier ce cadre, et puis éventuellement à rajouter des choses, à co-construire. Je prends souvent l'exemple des congés, parce que je pense que ça parle à tout le monde. Pour les congés, vous pouvez vous dire, bah, finalement, peu importe, je les laisse s'auto-organiser. Ou pour vous, le non négociable, ça va être d'avoir absolument quelqu'un qui fait le job, et puis ensuite, l'équipe fait comme elle veut. Vous définissez le niveau de granularité, mais si vous, par exemple, vous dites, il me faut absolument quelqu'un, ok, ça c'est le non négociable. Donc je suis directif et je me dis qu'il me faut absolument quelqu'un pour assurer le job, 5 jours sur 7 dans la semaine. Ensuite, l'équipe va pouvoir déterminer, affiner cette règle et se dire qui intervient quand, est-ce qu'on le fait en binôme, pas en binôme. Voilà. Et progressivement, l'équipe va s'approprier cette règle. Et là, vous êtes plutôt facilitateur à ce moment-là de cette appropriation. Et enfin, vous allez avoir un rôle de soutien, de coach, dans le sens où vous allez être la tour de contrôle qui s'assure que tout ce système continue à bien fonctionner et au moindre signal faible, pouvoir intervenir, alerter et en tant que manager coach, poser les questions pour encore une fois aider l'organisation, l'équipe à trouver des réponses et à s'adapter. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas parce qu'on a mis en place le cadre que l'équipe s'est approprié les choses qu'on peut partir en vacances. On a vraiment un rôle, et justement parce qu'on n'est plus les mains dans le cambouis, dans l'opérationnel, à faire du micromanagement, qu'on a pu prendre un peu de hauteur, eh bien, on peut être tour de contrôle et capter des choses qui pourraient partir un peu de travers. Je reviens sur ces postures. Le cadrage, c'est comme quand on apprend à faire du vélo ou à conduire une voiture, c'est le code de la route. Je parlais tout à l'heure du non négociable. Donc, on explique les enjeux, on explique le sens. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On fixe ce qui est impératif ou interdit. Le non négociable aussi que j'évoquais tout à l'heure. Les règles qui peuvent qui peuvent aussi, quand vous êtes quand vous avez une équipe au sein d'une entreprise de taille plus importante, il y a des règles, il y a des politiques d'entreprise qui sont non négociables. Voilà. C'est là où vous pouvez préciser les rôles et les responsabilités de chacun, et puis expliquer les limites de délégation et les limites d'alerte. Vraiment le pouvant dont je parlais tout à l'heure, vraiment on délimite bien le cadre, c'est ce qui fait qu'après, l'équipe, elle sait finalement jusqu'où elle peut aller. C'est un peu comme avec des enfants. Finalement, on peut faire beaucoup de parallèles entre le management et l'éducation.
je sais quelles sont les limites. Et à partir du moment où je sais quelles sont les limites, quelles sont, si je reprends le vocabulaire de tout à l'heure, les protections et les permissions, mais j'ai l'esprit libéré de ça et je peux produire sans avoir à me préoccuper de tout ça. Et puis, à ce moment-là, on installe aussi un cadre de relation qui permet la confiance. Donc, la posture est bien plutôt directive et pédagogue. En phase d'appropriation, donc là, si je reprends ma petite image du vélo, j'aide l'équipe à aller de l'avant, à pédaler. Donc, je fais en sorte de partager, d'enrichir le sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que ça peut être peut-être un peu abstrait. En tant que manager, je définis un cap, une vision, peut-être une raison d'être à l'équipe. Ou je sais que mon équipe est là pour telle mission. Mais ensuite, je peux favoriser l'enrichissement de ce cap par l'équipe. L'équipe peut rajouter des choses, peut contribuer à sa façon. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment que chacun s'approprie le sens. On n'est plus dans quelque chose de très descendant aussi, comme ça pouvait l'être auparavant. L'idée, c'est que chacun trouve aussi son propre sens dans l'équipe. Donc j'aide aussi à élaborer, je fais en sorte que l'équipe élabore sa stratégie, et avance sur son engagement. Et puis que les règles de fonctionnement intra-équipe déjà, et puis inter-équipe, soient co-construites par l'équipe et soient appropriées par l'équipe. Okay ? Et j'aide aussi au développement d'une compétence d'équipe pour la résolution de problèmes. Ça peut se faire aussi au fil de l'eau. Bien souvent, alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi je sais que aussi au départ quand j'étais manager, dès qu'il y avait un conflit entre deux personnes, on venait me voir pour je viens voir maman pour faire le juge d'arbitre et résoudre le conflit. L'idée, c'est justement de progressivement de transférer à l'équipe cette compétence pour qu'elle puisse se faire du feedback, les collaborateurs puissent se faire du feedback entre eux et qu'ils ne soient pas constamment en train de solliciter le manager pour faire l'arbitre. Donc là, la posture, elle est plus de facilitateur et d'animateur. Et enfin, en phase de soutien, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis la tour de contrôle pour entretenir la motivation, l'énergie, et via les one-to-one, via les réunions d'équipe, détecter s'il y a un collaborateur qui est un petit peu moins motivé ou s'il a un souci sur quelque chose et voir comment je peux l'aider. D'accord ? Aider à comprendre, aider à progresser, ôter les obstacles. Donc là, je suis vraiment, si vous avez entendu parler de l'expression servant leadership, je suis vraiment au service de l'équipe pour l'aider, encore une fois, à être focus sur son objectif de production et ôter les obstacles pour lui permettre vraiment d'être performante, puisque c'est bien ça qu'on cherche, in fine. Et puis, être vraiment dans une logique d'amélioration continue. L'idée, à ce moment-là, c'est vraiment d'être dans une logique d'amélioration continue. Et donc, la posture, elle est de balayeur, au sens où je balaye les problèmes, je balaye les obstacles, et de coach. Voilà. Alors pour ça, ça demande, on a vu, donc trois sujets pour le manager: le sens, la vision, le cadre de l'équipe, et puis les relations entre l'équipe, avec 3 postures, une posture de cadrage, on est plus directif, pédagogue, une posture de facilitation et d'appropriation, et enfin une posture de soutien, on est plus balayeur, coach. Pour ça, pour switcher finalement d'un management assez traditionnel où je manage par la compétence, que je vais appeler l'autorité de compétence. J'étais expert, je suis devenue manager, je connais parfaitement bien les sujets sur lesquels mon équipe intervient et donc je vais avoir tendance à donner les réponses. Ou je manage par l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire que je dis ce qu'il y a à faire et c'est non négociable, vous faites ce que je dis et si vous ne faites pas ce que je dis, il y aura une sanction. Alors, encore une fois, je suis un peu caricaturale, mais l'idée, ça va être de progressivement glisser de ces 2 types d'autorité, autorité hiérarchique, autorité de compétence, qui sont les autorités classiquement utilisées dans le management, vers une autorité d'influence.
D'accord. L'autorité d'influence, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ce sont ces 3 postures qu'on a explorées jusqu'à présent. Et cette idée de devenir un peu plus un manager coach, un manager qui pose des questions, un manager qui facilite, mais qui sait aussi être directif quand il le faut et qui s'adapte finalement en fonction du contexte dans lequel il est, en fonction du collaborateur qu'il a en face de lui. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment beaucoup plus d'utiliser cette autorité d'influence plutôt que l'autorité hiérarchique ou l'autorité de compétence. Et c'est ça, si je reprends la question de tout à l'heure, qui demande un certain lâcher-prise et un travail individuel. Alors, pour certains managers, ça se fait, c'est naturel. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Donc, l'idée, c'est déjà d'en prendre conscience et puis après, petit pas par petit pas, d'aller vers ça. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, sur les nouveaux rôles, les nouveaux sujets auquel est invité le manager? Oui, moi je veux faire juste un commentaire. Oui. Je l'ai mis dans le chat là. J'aime pas du tout ce terme de manager coach. J'étais manager pendant 13 ans. Je suis coach agile et coach certifié. Ouais. On fait un amalgame qui est dangereux et Oui. qui est une illusion. Et il faudrait bannir ce terme-là parce qu'un coach, un vrai coach, il y a une confidentialité, il y a des choses qui se mettent en place et qu'un manager peut pas avoir. Un manager, il finit par sanctionner à la fin de l'année avec une politique salariale. Il y a tout un tas de choses qui font qu'il y a une distance qui se crée et on ne peut jamais avoir cette relation qu'un coach peut avoir avec quelqu'un. Par contre, il y a d'autres termes, les servant leaders, tu l'as dit, il y en a d'autres et c'est plus des postures comme ça où ce qu'on retrouve dans le management 3.0. J'aimerais qu'on arrête de dire manager coach. Il est dangereux ce terme. Il fait croire l'illusion qu'un manager peut avoir une posture de coach et les résultats d'un coach. Non, il va utiliser les outils d'un coach. Oui, il écoute tous ces éléments-là. C'est une évidence, mais les mettre ensemble, c'est dangereux. Ouais, c'était juste un commentaire. Et quelque chose qui qui avec le temps, moi, ça m'agace de toujours entendre ce manager coach parce qu'en fait, on continue à mettre un amalgame et à entretenir une illusion. Voilà, c'était juste un commentaire. Merci. Oui, tout à fait. Et je te rejoins tout à fait. C'est vrai que ça peut, on peut faire un raccourci. Et effectivement, on ne demande pas au manager d'être un coach professionnel avec tout le travail que ça demande derrière, le travail sur soi d'ailleurs que ça demande. Mais l'idée derrière, et j'entends ce que tu dis, l'idée derrière, c'est d'inviter le manager vraiment à être dans cette posture de questionnement, d'écoute active. Effectivement plus de servant leadership dont tu parles, voilà ce que tu évoquais. Mais c'est vraiment cette idée derrière. Mais effectivement, je le note comme amélioration pour la prochaine fois. Je te remercie. Moi, j'ai une question aussi autour de ce qui a été défini au sujet du Scrum Master. Pour ceux qui connaissent ce rôle-là dans l'agilité, il y a pas mal de choses qu'on retrouve dans ce qui a été dit, qui sont des responsabilités qui ressemblent à celles qu'ont Scrum Master et dans une équipe. Et quand on écoute ou qu'on lit un peu la littérature, on voit bien qu'il y a plusieurs écoles et il y en a certains qui assument le fait de dire qu'un Scrum Master est aussi un manager, d'autres qui disent non. Je voulais savoir si vous aviez eu une réflexion vis-à-vis de ça ou un positionnement vis-à-vis de ça. Alors, je vais faire appel à un ami, à mes amis coach agile, que je ne suis pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Sophie, je peux prendre la parole là-dessus. Pour moi, effectivement, on va retrouver beaucoup de ressemblances, notamment tout l'aspect accompagnement vers l'autonomie responsable. C'est aussi le grand rôle pour moi du Scrum Master et le gros job du Scrum Master. Mais on va se dire que c'est pas le même périmètre. Le Scrum Master, il est là sur une équipe Scrum qui a une mission très précise, qui est en général de développer un produit avec toutes les nuances, mais elle a un périmètre qui est différent de celui du manager. Il y a une équipe qui va d'ailleurs overlapper souvent avec l'équipe dans laquelle est le Scrum Master. Mais voilà, le périmètre est différent. Donc, je dirais là, le focus du Scrum Master, ça va être le développement de l'autonomie responsable dans le cadre de la mission de l'équipe qui est de développer le produit A ou B ou C. Le manager, ça va être, lui, de faire un petit peu la même chose
mais sur un périmètre différent, le périmètre de l'équipe qui, par exemple, est en charge du big data dans la DSI ou d'un segment client côté business. Voilà. Après, pour moi, l'important, c'est aussi cette interconnexion et cette bonne communication que doivent avoir Scrum Master et Manager, puisqu'évidemment, le Scrum Master va finalement interagir avec les membres de l'équipe Scrum qui seront eux-mêmes managés par un autre manager. Donc, c'est important dans cet accompagnement vers l'autonomie, qu'il soit dans le cadre de l'équipe Scrum ou dans le cadre de l'équipe de rattachement hiérarchique, qu'elle soit faite aussi en cohésion et en bonne entente avec les managers. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Olivier. Moi, en tant que coach agile, j'ai mon avis aussi, et c'était juste pour partager ça parce que du coup, j'entends beaucoup de choses différentes. Moi, j'aime bien, en tout cas, merci Sophie de ce rapport au périmètre qui me semble le plus sain en termes d'explication. Il y a une autre question autour de… Enfin, moi, je vois sur le chat, il y a marqué le Scrum Master est un rôle. Du coup, le Scrum Master n'est pas un manager. Et du coup, si le Scrum Master est un rôle, le manager, c'est pas un rôle, par conséquent, dans ce que je comprends dans ce qui est écrit. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un rôle, c'est une fonction. On a alors, effectivement, bien souvent, c'est quand même une fonction quand on parle de manager dans l'organigramme. Mais ça peut être aussi du management de projet, où vous avez du coup un management où là, vous n'êtes pas hiérarchique de toute façon. Si je reprends mon schéma avec les 3 types d'autorité dont je vous parlais tout à l'heure, vous n'êtes pas hiérarchique. Donc d'autant plus, l'idée de développer son autorité d'influence est importante dans ces cas-là. Mais effectivement, rôle, fonction, ça va… On a beaucoup de configurations possibles, puisque moi, chez Google, j'ai une casquette de manager qui m'occupe 20% de mon temps seulement. Donc, c'est un rôle. Et selon les structures, on va professionnaliser ça pour que ce soit un temps plein et que ce soit un job. Pour moi, ça va au-delà du rôle, c'est un métier. Oui. Pourquoi Scrum Master ne serait-il pas un métier aussi? Je crois que ce n'est pas forcément l'objet du webinaire de ce soir. Il me semble, hein. Mais du coup, j'ai l'impression que Scrum Master est plutôt un rôle, mais je suis prête à en débattre en dehors de ce webinaire. Ouais, je vous propose qu'on poursuive. Il y aura une autre phase de questions de toute façon. J'avais juste une petite question concernant le chaos où tu disais tout à l'heure que c'était à l'équipe de régler ça en fait. Et je vois pas trop comment c'est possible en fait. Parce que s'il y a dissension entre 2, 3 personnes dans l'équipe, n'est-ce pas justement le rôle du manager de résoudre ce genre de conflit? Alors, le rôle du manager, ça va être de progressivement aider l'équipe à apprendre à résoudre par elle-même ce type de conflit. De pas tout le temps être l'arbitre, parce que il n'a pas forcément la science infuse, le manager. Il a forcément une subjectivité. Peut-être qu'au début, vous n'aurez pas le choix, mais l'idée, c'est de progressivement développer la compétence de l'équipe à savoir résoudre par elle-même le conflit. Et du coup, savoir se faire du feedback et finalement augmenter en maturité. Voilà, c'est l'idée. Et on considère qu'une équipe qui fonctionne bien, et qui est mature, c'est une équipe justement qui sait se dire les choses, qui sait se faire du feedback pour être dans cette logique d'amélioration continue. C'est pas soit on passe notre temps à se battre sans en tirer quoi que ce soit de constructif, ou au contraire on met tout sous le tapis et du coup il se passe rien et on n'avance pas. C'est de trouver ce juste milieu où on se fait du feedback fertile finalement. Et ça, l'idée c'est que le manager, il accompagne son équipe pour savoir le faire. Donc encore une fois, le manager, c'est là toute la subtilité, c'est que c'est pas parce que l'équipe est autonome que le manager il part en vacances et il est tranquille, il fait plus rien. Il est vraiment responsable que ça se passe bien, que l'équipe produise, qu'elle soit performante, qu'elle atteigne des objectifs. Ça reste ça change pas. Mais il va s'assurer que l'équipe progressivement développe les compétences pour y arriver. Si on prend cet exemple-là. Donc, à aucun moment, il doit lâcher. Il doit partir en vacances, si je reprends ce que je disais. Il doit vraiment être la tour de contrôle et s'assurer que ça marche bien.
Je vous propose de poursuivre et puis on aura une autre séquence questions à la fin. Donc, je récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu depuis le début de la présentation. Okay. Donc, on est dans un contexte VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, où on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant en mode prédictif. Pour les agilistes, je pense que ça parle forcément, où on faisait un plan, on l'exécutait et bien souvent, ça fonctionnait. Aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt d'avancer, on est dans tel flou, on va avancer par petits pas, recueillir du feedback, et du coup, le management qu'on avait avant ne fonctionne plus. Donc, l'invitation pour l'autonomie, pour le manager, c'est d'avoir une équipe autonome. Pourquoi ? Parce que cette équipe autonome va pouvoir s'adapter beaucoup plus vite à ce monde VUCA dans lequel on est aujourd'hui. Et pour ça, l'idée, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont sachants, voulants, pouvants. S'ils sont sachants, voulants, pouvants, a priori, on réduit le risque quand on leur confie une mission ou un projet. Et pour les accompagner vers ce SVP, ça se construit pas à pas avec la relation. D'abord, on crée la relation, on fixe l'exigence, on développe la compétence et enfin, on peut arriver à l'autonomie. Le manager, du coup, son rôle évolue. Son équipe est auto-organisée sur le court terme, sur l'opérationnel. Il va pouvoir se consacrer davantage au temps long, aux sujets stratégiques et vraiment à ces sujets et rôles du manager que sont le sens, les relations, le cadre. Et pour ça, il est un stratège, il est un leader, il est tout ce que vous voulez. Je vais enlever le mot coach d'ailleurs. Il est un expert en questions ouvertes, mais il n'est plus un chef de projet opérationnel. Okay. Son cadre d'intervention, donc ce sont vraiment le sens, le cadre, les relations. Et il a pour ça 3 postures qui sont de cadrer, d'être directive en phase de cadrage, de faire en sorte que l'équipe s'approprie ces sujets et il soutient aussi l'équipe. La citation qui résume bien ça, pour le coup, c'est une citation d'un coach qui dit que le manager crée les conditions de l'autocontrôle. Il donne des protections et des permissions qui permettent aux énergies de se libérer et aux acteurs de se responsabiliser. Il y a vraiment cette idée finalement de protéger l'équipe, la protéger, en même temps lui donner des permissions pour qu'elle libère toute son énergie et qu'elle soit la plus performante possible. Donc on voit que le manager est vraiment invité à faire un pas de côté, à passer d'un management relativement traditionnel où on demande beaucoup de reporting, on relève les compteurs. En tant qu'expert, quand on l'est, bien souvent, on regarde si la tâche est bien faite, à plutôt un manager qui crée un cadre, qui donne du sens, qui fait en sorte que l'équipe s'approprie ce sens et qui fait en sorte que l'équipe fonctionne bien et démultiplie son intelligence collective. Donc, il est vraiment invité à faire un pas de côté et à lâcher prise finalement sur ce qu'il avait l'habitude de faire et sur les automatismes qu'il pouvait avoir auparavant. Alors, j'ai résumé assez rapidement. Est-ce qu'il reste des questions à ce stade ? Alors, pour le moment, on attend un petit peu peut-être que certains aient besoin de... Pouvez-vous nous envoyer la présentation ? Oui. Oui, alors effectivement, je partagerai la présentation. Oui, tout à fait. Oui. Et normalement, si j'ai pas eu de bug technique, ça a été filmé aussi, donc je pense qu'on va mettre le replay sur la chaîne YouTube de Good. Y a-t-il, pour le moment, je ne vois pas d'autres questions. Le manager sachant expert, est-ce que c'est une question, Pascaline ? Si vous voulez peut-être ouvrir votre micro pour poser votre question. J'ai beaucoup de mal avec cela. Manque d'humilité, point d'interrogation. Est-ce que vous voulez intervenir pour partager ? Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Oui, en fait, j'observe souvent que manager,
se croit doté de la connaissance et a tendance à ne pas se remettre en question. Il n'y a qu'à voir la crise actuelle. J'ai entendu beaucoup de médecins affirmer que ce n'était qu'une grippette. Et je pense que dans leur service, ce sont des managers, mais je prends cet exemple parce que tout le monde l'a vécu. Mais il y en a tant d'autres en administration en particulier. Moi, je suis en administration, mais c'est infernal. Voilà. Donc, ce sont des managers experts sachants, et je trouve que ce mot sachant voilà, c'est là que ça me pose problème. Oui. Ben effectivement, hein, parce que c'est ce que j'expliquais en début de présentation, c'est que le manager sachant, ben, il peut plus tout savoir. Si tant est qu'il ait pu un jour tout savoir d'ailleurs, mais en tout cas aujourd'hui, ça va tellement, voilà, l'information circule tellement vite que de toute façon, il peut plus tout savoir. Les managers auxquels vous faites référence sont ceux qui n'ont pas encore fait ce pas de côté. Ce lâcher prise dont je parlais tout à l'heure, qui demande quand même un travail individuel. Hein. Il faut accepter de lâcher, de ne plus tout savoir, de faire confiance à son équipe, de promouvoir l'autonomie et d'avoir un autre rôle. Hein. Et ça, effectivement, ça demande un lâcher prise, ça demande de l'humilité, si je reprends vos mots. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais déjà, il faut pouvoir en prendre conscience. Voilà. Après, pour animer un certain nombre de formations, de stages en management avec Isabelle, avec Sophie, avec Sylvie, on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup qui font le chemin aujourd'hui, mais il y en a toujours des irréductibles, c'est sûr. Ok, pas d'autres questions. Je propose qu'on poursuive avec la suite. Ouais. Alors, la suite. Donc, on a vu pourquoi changer, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de changer, comment aller vers l'autonomie et comment gérer cette tension entre autonomie et alignement. Là, l'idée, c'est de vous donner des premiers petits outils très concrets, des premiers petits pas de manager agile, hein, voilà, pour commencer à expérimenter si ce n'était pas déjà le cas. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est le one-to-one, dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'escalier du management, puisque c'est vraiment le premier basique du manager d'aujourd'hui qui a envie justement de changer dans sa façon de faire pour créer justement cette relation. Créer cette relation qui va lui permettre ensuite de mieux comprendre son collaborateur, de mieux comprendre comment il fonctionne, sa motivation, et de voir jusqu'où il peut lui laisser de l'autonomie. Donc, nous, on préconise, mais ce n'est qu'une préconisation. Et on sait que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde dans son agenda. On préconise de le faire 30 minutes par semaine, en tête-à-tête avec le collaborateur, donc chaque semaine. Avec des notes, ça c'est vraiment pour favoriser la décharge mentale et pas vous dire j'ai peur d'oublier quelque chose. Enfin voilà. Certains managers le font sans notes et ont une très bonne mémoire et ça fonctionne aussi. C'est vraiment des préconisations de ce qu'on a pu mettre en place. Et l'idée de ces entretiens, c'est vraiment un espace de parole libre. C'est pas du tout le point opérationnel avec votre collaborateur pour relever les compteurs, puisque là justement, hein, on est dans du management plus classique. C'est vraiment un espace de parole libre où on va pouvoir poser des questions, les questions dont je parlais tout à l'heure. Donc, des questions ouvertes et on ne répond pas par oui ou par non. Et on aide le collaborateur à cheminer, à trouver ses réponses. Peut-être qu'il ne trouvera pas ses réponses tout de suite, mais ça va cheminer, il les trouvera la fois d'après. Donc voilà, vous avez un certain nombre d'exemples de questions, bien sûr non exhaustives dans la diapo, mais l'idée c'est vraiment ça. C'est je crée la relation en laissant un espace libre au collaborateur, et comme ça, progressivement, on développe aussi cette relation de confiance réciproque entre nous. Donc j'apprends à le connaître, mais il apprend à me connaître aussi. On n'a pas la même carte du monde l'un et l'autre, et on apprend à s'ajuster comme ça ensemble progressivement. D'accord ? Et je disais plutôt une fois par semaine, parce que imaginons que vous déléguiez un projet, une mission X à votre collaborateur. Et puis, vous faites un point qu'une fois par mois. Si à un moment, il a un problème,
alors, je pense qu'il viendra vous voir pour vous en parler, mais imaginons que ce ne soit pas le cas, et qu'il se dise il faut absolument que j'y arrive, et qu'il s'entête dans son truc, et que vous n'avez pas été clair au départ sur les objectifs, c'était peut-être même pas forcément clair pour vous d'ailleurs, et ben vous risquez d'aller dans le mur ou de perdre du temps. Que le fait de le faire une fois par semaine, ça vous permet de vous ajuster petit pas par petit pas et de voir ce qui éventuellement l'empêcherait d'avancer. C'est un exemple mais de l'utilité du one-to-one. Mais il y en a plein d'autres. En tout cas, c'est vraiment l'idée de créer cette relation et c'est la base si vous voulez aller vers l'autonomie et vers la relation de confiance réciproque. Donc ça, c'est le premier outil. Si vous deviez en retenir qu'un, ce serait celui-ci. C'est vraiment le plus important à mes yeux, à nos yeux, pour justement aller vers ce management par l'autonomie, ce management par la confiance, ce management relationnel. Voilà. Donc ça, si vous ne l'avez pas encore mis en place, ou si vous l'avez mis en place qu'une fois par mois, comme c'était le cas pour quelqu'un tout à l'heure, essayez de voir comment vous pouvez en faire un petit peu plus, peut-être plus court. Hein, peut-être que c'est, si c'est une fois par mois, c'est peut-être 1 heure, j'en sais rien, mais peut-être faire plus court, plus régulier. Voilà. Essayez en n'étant pas trop exigeant avec vous-même, mais essayez d'y aller progressivement. Ça, c'est le premier outil que vous pouvez éventuellement expérimenter. Ensuite, deuxième outil pour aller vers cette autonomie, c'est le feedback. Le feedback, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est la deuxième marche de l'escalier du management. C'est l'outil qui permet d'aligner progressivement son exigence avec celle de notre collaborateur. Je disais qu'il peut y avoir des feedbacks d'amélioration quand on juge que le collaborateur n'a pas bien fait sa mission, ou des feedbacks positifs, vraiment pour l'aider à renforcer ce qu'il fait bien. Pour faire un feedback, il y a plusieurs étapes. C'est déjà de valider que la personne est d'accord pour le recevoir. Parce que si elle n'est pas d'accord, si elle est dans un mauvais moment ou si elle est pressée, de toute façon, elle ne retiendra rien de ce que vous allez lui dire. Ça va entrer d'une oreille, ça va sortir de l'autre. Donc, ça ne sert à rien. 2, c'est de remettre dans le contexte. Parce que vous n'avez pas forcément la même façon de voir les choses. Vous avez, comme je disais tout à l'heure, on a chacun des cartes du monde très différentes, des filtres très différents. Donc, l'idée, ça va être de remettre dans le contexte et de réexpliquer pourquoi vous voulez faire ce feedback. Ensuite, c'est lister vos observations. Les observations, c'est très factuel. Ce sont des faits. Et qui dit fait, c'est non contestable ça ne doit pas être contestable. Si la personne conteste, c'est qu'a priori, on est un peu plus dans l'interprétation que dans les faits. Ensuite, l'idée, ça va être d'exprimer vos ressentis. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir vu ça? Alors ça demande un petit peu de travail, de temps. Le feedback, on préconise d'avoir dormi au moins une nuit dessus, de ne pas le faire à chaud, d'attendre peut-être 24 heures, puis de vous dire qu'est-ce que ça vous a fait finalement quand votre collaborateur a fait ci ou ça, et de clarifier vraiment l'impact que ça a pour vous. Ensuite, vous pouvez expliquer votre demande, si vous en avez une, et puis éventuellement, c'est optionnel, faire des suggestions, ou en tout cas l'interroger pour voir si lui-même a déjà des idées de choses à faire, soit pour continuer à renforcer, soit pour s'améliorer. Donc voilà, c'est un processus que ça peut aller très vite. Un feedback, ça peut aller très vite, et l'idée, c'est de le faire très régulièrement, au moment des one-to-one, par exemple, sans attendre que la marmite explose, donc la cocotte minute explose. Voilà le deuxième petit pas auquel j'ai envie de vous inviter, si vous n'en faites pas, ou si vous en faites peu, d'en faire plus, et puis progressivement aussi d'apprendre à votre équipe à en faire, et à s'en faire entre eux, et à vous en faire à vous, si c'est OK pour vous. Voilà. Parce que c'est un outil merveilleux qui permet de s'améliorer en continu. Voilà pour les premiers petits pas. Avant de finir sur la citation, donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des premiers petits pas pour mettre en œuvre, expérimenter ce qu'on a vu aujourd'hui, et faire ce petit pas de côté dont je parlais tout à l'heure. Et je finis par une citation que j'aime beaucoup de Viktor Frankl, qui dit que l'impossibilité de changer une situation nous met au défi de nous changer nous-mêmes, que je trouvais particulièrement approprié dans le contexte que nous vivons actuellement. Voilà. Alors, pour finir, donc, on arrive à la fin de cette présentation.
Isabelle vous présentera juste après les stages qu'on propose pour aller plus loin si ce sujet vous intéresse. Je vais lancer un petit sondage comme tout à l'heure pour avoir votre feedback justement sur les 3 questions que je vous ai posées, les 3 intentions du début de la présentation. Tac. C'est parti. Oula. Alors, j'ai le partage d'écran qui s'est arrêté. Petit problème technique. Pour le moment, ça va. Le sondage est toujours affiché. OK. Et accessible. OK. Bon. J'ai l'impression que ça se... 35 participants qui ont voté sur 45. OK. Donc ça s'est stabilisé. Donc je vais mettre fin au vote. Je vais pouvoir vous le partager. Hop. Voilà. Donc on a une majorité qui ont compris pourquoi. Une personne qui n'a pas compris pourquoi faire évoluer son management. Les nouveaux rôles, pareil, une majorité qui a compris les nouveaux rôles du manager et on va dire presque 2/3 des participants qui partent avec quelque chose à essayer. Ok, super, merci. Alors, je relance une petite série de questions avant de laisser la parole à Isabelle. Donc, si justement ceux qui n'ont pas compris, n'hésitez pas à poser des questions, une ou 2 dernières questions avant de laisser la parole à Isabelle. Je vais arrêter le partage. Alors, pour le moment, plutôt qu'une question, il y a une remarque de Lynn qui indique que ce que vous proposez dépend beaucoup du contexte. Parfois, le top management ne suit pas, ou l'équipe ou le middle management est réfractaire. On en avait déjà parlé tout à l'heure, effectivement. Oui, tout à fait. Effectivement. Oui, effectivement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose auquel on est souvent confronté dans nos accompagnements, que ce soit en formation, en accompagnement de managers. Il n'y a pas vraiment de réponse ni de baguette magique à ça. C'est petit pas par petit pas, en développant son influence. Et effectivement, le travail se fait avant tout au niveau individuel. Quand on prend conscience que ça ne marche plus, que le management qu'on avait ne marche plus, après, on peut engager un travail. Mais il faut déjà en prendre conscience. Mais l'influence des autres peut aider pour avoir accompagné des promos, vraiment des communautés de managers. Le groupe faisait que certains se faisaient embarquer alors qu'ils étaient plutôt réfractaires au début. Donc, si vous êtes dans votre organisation plusieurs managers à être convaincus de ces nouveaux rôles, de ces nouvelles postures, n'hésitez pas à vous grouper et à échanger entre vous, à partager vos bonnes pratiques, à publier des choses, à communiquer pour progressivement embarquer les plus réfractaires. Voilà. Mais effectivement, ça dépend beaucoup du contexte et voilà, ça prend du temps. On est d'accord. Mais au bout d'un moment, je rajoute juste ça, si je repars du pourquoi, hein, c'est que au bout d'un moment, je pense que les organisations n'auront plus le choix si elles veulent survivre, tout simplement. Voilà. Ok, merci. Lynn te remercie pour ta réponse. Merci. Je vois d'autres réponses ou d'autres partages. Alors, Ken Milandou, je suis désolée, mais du coup, peut-être j'accroche votre nom. Bonjour, je suis consultant et je joue un rôle de manager dans mon cabinet. Comment améliorer son management à distance
je ne suis pas manager sur les projets sur lesquels il travaille. Sylvie, tu veux peut-être répondre. Comment améliorer son management à distance? Alors, est-ce que je peux répondre? Je réfléchis en même temps que je te pose la question. Ok. Améliorer son management à distance, il peut y avoir effectivement beaucoup de choses. L'idée pour moi, spontanément, je dirais que c'est de ne pas couper le lien, de l'entretenir, et le one-to-one est un moyen, donc je reviens quand même à ce que tu as partagé. Et c'est de ne pas isoler et de ne pas être forcément dans les intentions opérationnelles dans les réponses. Et ça rejoint tout à fait ce que tu partageais sur le one-to-one. Garder ce lien, s'assurer que la personne n'est pas en souffrance et qu'elle n'est pas dans l'injonction de vouloir réussir son confinement. Je vais un petit peu plus loin quand on parle de management à distance. Mais peut-être que j'outrepasse la question puisque j'élargis au champ actuellement du confinement, ce qui n'est peut-être pas l'intention du questionnement. Voilà spontanément ce que je pourrais partager comme réponse. Je ne sais pas si ça répond à la question de Ken Milandou. Et puis, il y a la question de Cathy. Avez-vous une liste d'entreprises de type horizontal? Une liste d'entreprises de type horizontal. Alors, quand vous dites horizontal, c'est donc avec vraiment un management flat, c'est ça? Juste pour être bien sûr de comprendre la question. Ou holacratie. Ouais, alors on en connaît quelques-unes. Notamment, il y a une équipe d'Engie, une BU d'Engie qui a expérimenté ça. Je suis pas une experte de la question, mais il y a un meet-up Holacracy d'ailleurs qui explore pas mal ces questions-là, et on a une de nos collègues qui participe. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut chercher et vous donner plus d'infos. Je vois que Gwenaëlle a mis un lien. Ah bah voilà, elle est là. Avec les entreprises libérées, etc. Voilà. Et après, il y a pas mal de bouquins et de littérature qui existent sur les entreprises libérées. J'ai parlé de Favi tout à l'heure, c'est un peu un des exemples phares de ce type de structure, mais il y en a plein d'autres. Voilà, il y a Entreprise et compagnie qui est un des livres les plus connus sur le sujet. Reinventing Organization de Frédéric Laloux décortique pas mal un peu tout ce qu'on a vu avec les différents systèmes en utilisant des couleurs. C'est assez bien fait. Il y a une version illustrée qui est très très bien faite. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à la lire. Donc il y a pas mal de littérature aussi sur le sujet. Effectivement, Camille Landau répond, difficile d'y répondre en 2 minutes. Effectivement, c'est un petit peu compliqué. Sachez que Favi laisse sur son site des fiches aussi très pragmatiques de son expérience et des choses qu'il a pu mobiliser. Et il en a tiré deux bouquins, qui est la petite histoire de Favi. Et ce qui est très chez Favi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un cadre très très fort, justement. Il y a à la fois une grande autonomie et un cadre très très fort. Donc c'est bien l'autonomie mais pas le chaos. Chez Favi, la conscience collective et les valeurs font que tout le système tient. Ok, donc de la part de Gwenaëlle, une vraie satisfaction aussi d'avoir pu entendre Jean-François Aubrist au Flocon de 2019, qu'elle partage, elle partage son enthousiasme. Très inspirant. On trouve pas mal de conférences de lui sur Internet, donc si ça vous intéresse aussi. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions, d'autres partages éventuellement, puisque pour le moment, je ne vois pas de questions particulières. J'espère n'en avoir pas zappé. Des souhaits d'échange, non, je ne crois pas. Okay, pour le moment, en tout cas, je repasse parce que des fois, ça va vite. J'essaie de remonter un petit peu dans l'historique, mais je vois quelque chose autour de l'entreprise libérée où il y a eu plusieurs partages de liens de la part de Gwenaëlle. Merci d'ailleurs. Merci Gwen. Donc, je propose qu'on poursuive. Ouais, on arrive à la fin de cette partie-là. En tout cas, merci. Et puis, n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, on vous renverra nos coordonnées. On peut y répondre aussi après. Il n'y a pas de souci. On est à votre disposition. Du coup, je relaisse la parole à Isabelle.
Alors, Isabelle semblait rencontrer quelques problèmes techniques. Je ne sais pas si elle peut nous rejoindre. Tu as l'air d'être en mute, Isa. Alors, est-ce que Isabelle, tu peux éventuellement nous envoyer un message pour nous dire si tu nous entends? Isa, est-ce qu'éventuellement tu as la possibilité de nous rejoindre? Je crois qu'elle rencontrait des petits problèmes de connexion. On va peut-être essayer d'avancer sans elle? Ouais, ok, ça marche. Bon, tu n'hésites pas à nous mettre... Oui, je regarde parce qu'elle m'envoie des messages où elle essaie de s'en sortir, donc elle nous tiendra au courant et elle nous enverra des petits messages de complément. Ok. Alors, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu les offres d'accompagnement qu'on peut faire si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets-là, avec un certain nombre de choses. Alors, je vais le faire en live parce que je vous avoue que c'est des diapos qui ont été conçus par Isabelle. Donc Isa, si je dis des bêtises, tu me le dis dans le chat. Oui, t'inquiète pas, je l'observe et puis on va voir ça ensemble. Voilà. Donc, effectivement, on peut, sur ces sujets-là, si vous souhaitez aller plus loin, intervenir sur plusieurs axes différents, à la fois sur de l'accompagnement en transformation managériale, où on peut intervenir sur des diagnostics de collaboration. On observe, puisqu'on est toutes, je parle au féminin, parce qu'en l'occurrence, il y a beaucoup de femmes présentes, on est toutes coachs. Donc, l'idée, c'est d'observer, de pouvoir vous questionner, pouvoir vous aider, comme je le disais tout à l'heure, à trouver vos réponses. On peut animer, monter, initier des communautés d'ambassadeurs avec toujours l'idée que derrière, les personnes deviennent autonomes. Donc, on amorce, on transfère les compétences et ensuite les personnes reprennent la main. On peut aussi accompagner des codires élargis. On anime de nombreux stages, formations, parcours en management, en leadership sur ces sujets-là, pour vraiment creuser ces sujets-là. Aussi auprès de collaborateurs, en formation collaborateur 3.0, puisqu'on nous a, c'est d'ailleurs une des questions qui a été posée, est-ce qu'on peut accompagner un collaborateur à vraiment accepter cette autonomie, et on nous a demandé des stages collaborateurs 3.0 justement pour qu'ils comprennent quel était ce changement de posture de leur manager et pourquoi c'était plus exactement comme avant. Et puis bien sûr du soutien à la carte et du pilotage pour voilà, l'idée c'est toujours on part toujours avec un contrat de coaching avec des indicateurs bien précis et se dire à quoi on arrive à la fin et à quoi on s'engage. Les stages managers, on les a développés aussi à distance avec le financement FNE qui est disponible en ce moment. Donc pour les collaborateurs en chômage partiel, ils peuvent bénéficier de formations financées à 100%. Donc avec un stage qui s'articule autour des 4 outils du manager 3.0, manager agile, qui reprennent un peu tous les sujets qu'on a vus aujourd'hui, avec les entretiens one-to-one. Donc là, on va vraiment beaucoup plus loin, le feedback, la délégation et le coaching. Donc vraiment les 4 marches de l'escalier du management en approfondi et en intensif, avec toujours beaucoup d'ateliers pratiques, puisque en général, on fait 30-40% de théorie et vraiment entre 60 et 70% de mise en pratique. Et dans ce qu'on entend par le coaching, on réévoque que c'est la posture de celui qui va faire émerger les réponses chez l'autre et de celui qui ne va pas en fait apporter le contenu, mais faire progresser l'autre dans son cheminement de ses ressources. Ouais, tu fais bien de le rappeler. Mais c'est vrai que c'était une bonne remarque parce que je crois que Sylvie, toi-même, ça t'agace ce terme-là. Donc je pense qu'on va le corriger. Oui, tout à fait. Donc merci vraiment de ce feedback, ça me conforte. Tout à fait. De rien. Et puis là, c'est les stages managers qui sont aujourd'hui en présentiel, mais voilà, qui sont en train d'être le premier métier de manager qui est aussi en train d'être développé à distance, en remote, dans le contexte actuel. Voilà.
donc, je sais pas, Isa, si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Alors, Isa a un micro qui a rendu l'âme et qui a décidé de se mettre en grève. Donc, voilà, on ne pourra plus l'entendre. D'ailleurs, peut-être tout à l'heure, les crachouillis de son micro présageaient de sa fin rapide. Voilà. Ok. Oui, effectivement, juste pour rajouter, donc on a effectivement le stage métier de manager là, qui est en train d'être basculé à distance, mais aussi le parcours manager transformateur qui est un peu plus long aujourd'hui, qui se fait en 6 mois et qui est en train d'être modularisé par session de 2 ou 3 heures, un peu plus régulièrement, mais sur une durée assez longue également. Donc celui-là est en train d'être transformé pour être compatible avec notre distanciation sociale imposée en ce moment. Ok, mais on est arrivé à la fin de ce webinaire. Donc, je ne sais pas s'il y a des dernières questions. Et sinon, merci. Alors, voyons voir. Y a-t-il des dernières questions avant de se souhaiter une bonne soirée à tous dans ce contexte-là? Je vois des remerciements pour le moment. Pas de questions particulières. Des au revoir. Alors, au revoir. Pardon? Comment on fait pour les inscriptions à la formation? Alors, pour les inscriptions à la formation, n'hésitez pas à envoyer peut-être des messages sur le lien par lequel vous vous étiez inscrit, qu'il s'agisse de commentaires dans LinkedIn. Je me permets, Maria, peut-être de répondre à ta place. Ou alors, vous pouvez tout à fait envoyer un mail à l'adresse formation@good avec 3o.com.